Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue à tous. Désolée pour les 2 minutes de décalage dû à des soucis techniques de démarrage de Webinaire, c'est chose assez classique. classique. Donc, on vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Différents interlocuteurs pendant l'heure et quelques qui va nous accompagner, qui vous être présentés. Monsieur Azoulay, le directeur général de la mutuelle MGS, va faire une introduction. On attend que votre direction des RH puisse également se connecter. Il a apparemment des soucis sur son ordinateur, donc on lui demandera de nous interrompre lorsqu'il pourra résoudre son souci technique. Donc Laurent, je vous laisse démarrer l'introduction du webinaire. Merci Catherine, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce rendez-vous est important pour nous parce qu'effectivement, on a un grand plaisir d'accueillir au nom d'MGS, d'IEMA Assistance, donc, les agents des ministères sociaux qui sont nombreux connectés d'ailleurs sur le pont Zoom. Il est important aussi effectivement que pour la MGS, Mutuelle Générale d'Affaires Sociales et IEMA Assistance, qui sont respectivement Mutuelle Santé, pour notamment le ministère des Affaires sociales, et puis Assister pour IEMA Assistance pour les mutuelles dont MGS, accompagnent effectivement les aidants, puisque nous sommes dans le cœur du sujet, les aidants, les proches aidants, et que ces deux structures aujourd'hui aident au quotidien les personnes qui aujourd'hui vont probablement se reconnaître comme proches aidants. On le verra tout à l'heure par le jeu des présentations, et par le fait que c'est une prise en charge médicale d'une personne aidée qui explique la situation effectivement de proche aidant vis-à-vis d'un aidé. Cette situation de proche aidant, j'ai envie de dire, cet événement a été bousculé par la crise sanitaire que, évidemment, vous connaissez toutes et tous, qui a été déclenchée, pour être précis, le 16 mars dernier, et qui finalement touche de plein fouet les missions des aidants qui sont devenues plus complexes dans un contexte de télétravail notamment, où on sait le télétravail, les conditions ne sont pas toujours réunies pour une personne aidante dans son domicile, peut-être exigu, je travaille dans ma cuisine, je suis sur un coin de table et en même temps j'aide mon conjoint, j'aide ma maman, j'aide mon papa, et que quelque part le télétravail est venu finalement bousculer la donne sur la notion de proche aidant et d'aidant. Et donc il est important, et on le voit, l'État a fait des efforts, fait des communications sur le protocole sanitaire, sur le ministère du Travail et des Personnes handicapées. Des communications ont été faites pour que chacun d'entre nous qui peut se reconnaître, hélas, comme un proche aidant puisse trouver un retour, une réponse psychologique, des informations qui l'aideront. L'objet d'aujourd'hui, de cette conférence, c'est vous aider à repérer si vous êtes vraiment en situation d'aidant. Qu'est-ce qu'un aidant? Statistique, un aidant familial. Qu'est-ce qui relève effectivement des devoirs de l'État et qu'est-ce qui pourrait aussi relever de certaines associations? On le verra tout à l'heure. 3 grandes parties de ce webinaire. La première, effectivement, c'est le profil, le contexte des aidants familiaux en France. La seconde, elle va plutôt s'attacher sur et traiter la partie accompagnement d'un salarié ou d'un agent qui est en poste sous forme de dialogue pour que ce soit un peu plus vivant et que vous puissiez avoir des cas concrets. Et ensuite, évidemment, nous échangerons dans un dernier temps, puisqu'on a eu beaucoup de questions. On le verra tout à l'heure, on essaiera de répondre sur les questions les plus fréquentes pour que derrière, vous puissiez, au sortir de ce webinaire, comprendre votre situation, comprendre vos collègues, pourquoi ils ont de l'absence, pourquoi aujourd'hui une personne aidée a, je dirais, ce tel comportement. Il faut surtout bien aujourd'hui prendre conscience que c'est pour la collectivité que les proches aidants travaillent et qu'il faut que la collectivité leur le rende, soit par des textes de loi, on le verra, soit aussi par des services pour lesquels ils ont des droits et que les mutuelles peuvent aujourd'hui octroyer. Plusieurs intervenants aujourd'hui donc sur cette conférence. Nous aurons, j'espère, l'occasion d'avoir le discours de M. Pascal Bernard, votre DRH, directeur des ressources humaines des ministères sociaux, pour justement donner un petit peu sa posture et puis son avis sur le sujet. Je sais qu'il en est très, très sensible. Je présente aussi Catherine Gaucher, qui a
ouvert, je dirais, la danse, directrice marketing et communication donc, de la MGS. Catherine Joubert, qui est responsable du PIMS, plateforme interdisciplinaire médico-sociale, donc direction opérationnelle du parcours de vie et ergothérapeute à IM Assistance. Sa collègue Marie-Paule Mezzonetto, qui est ergothérapeute au sein du PIMS, de cette plateforme interdisciplinaire médico-sociale, et moi-même, directeur général de la MGS, pour cette conférence que nous vous souhaitons, je dirais, fructueuse et intéressante. Je passe la main à Catherine pour la suite. Tout à fait. Merci Laurent. Donc du coup, effectivement, merci à vous pour votre participation et pour l'ensemble des questions qui nous ont été transmises. Donc à titre d'information, il y a des questions qui sont d'ordre généraliste et beaucoup de questions d'ordre personnel. Donc à la fin du webinaire, je reviendrai sur quelques questions, on va dire, en ayant trié des thématiques qui sont récurrentes de votre part. Et puis sachez que vous aurez chacun de vous une réponse à vos questions par mail qui sera prise en charge par notre partenaire IMA Assistance. Donc, vous nous laisserez juste quelques jours parce que les questions souvent nécessitent des recherches. Mais chacun de vous aura des réponses à vos questions. Parfois, les questions sont un peu confuses, donc il se pourra qu'il y ait des demandes complémentaires pour qu'on puisse vous aider. Si vous êtes agent, adhérent à la MGS, sachez que derrière, on pourra enclencher une aide, bien sûr, avec votre accord et un suivi de dossier tel que nous allons vous le proposer aujourd'hui. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas encore adhérentes à la MGS et sous réserve de votre accord, on pourra passer vos coordonnées à votre service d'action sociale, mais ce sera vous qui en déciderez. Donc, voilà, juste quelques questions traitées d'ordre général et après, bien sûr, le reste étant de nature beaucoup plus confidentielle, on viendra vers vous au cas par cas. Ce webinaire, on a choisi de le faire un peu vivant parce que c'est vrai que si on allait vous exposer tous les dispositifs qui existent en France, ça aurait été un peu lassant pour vous et vous aurait décroché au fur et à mesure des minutes de l'écoulement de webinaire. Donc, on a choisi dans un premier temps de vous faire un état des lieux chiffré. Ce sont des statistiques qui sont issues de statistiques sur des associations. Il y a peu de statistiques gouvernementales. Donc, ce sont des statistiques qui datent environ de moins de 2 ans. Donc, on a une situation à jour des aidants. On parle d'aidants familiaux dans ce webinaire. On va également vous permettre, je raisonne, excusez-moi. Donc, on va également je vais vous donner des éléments volumétriques et sur les difficultés rencontrées au quotidien par les aidants. Donc, quelques slides, on va dire, un peu à passer, mais pour vous donner le cadre juridique d'un aidant. Et puis après, ça sera une histoire. Ça sera une histoire qu'on déroulera avec un cas pratique qui vous permettra de soulever les problèmes de confrontation d'un aidant à partir du démarrage d'une phase d'aidant jusqu'à une fin d'histoire, malheureusement. Et on vous montrera via un dialogue, une mise en situation, les différents dispositifs que vous pouvez actionner. Donc, c'est plus vivant de faire ça avec une histoire. Et si vous êtes déjà en situation d'aidant ou dans nos proches, chacun peut se retrouver dans cette histoire, même si évidemment, c'est une histoire qui regroupe un cas pratique et qui ne peut pas exposer l'ensemble des cas présentés dans vos situations familiales. Donc, j'enclenche sur le contexte et la situation des aidants. Déjà, petite question, qu'est-ce qu'un aidant? Qu'est-ce qu'un proche aidant? Donc, le proche aidant, c'est quelqu'un qui aide de manière régulière dans le quotidien d'une personne aidante, d'un proche, aide au quotidien ou également aide financière. On va le voir, il y a quand même des budgets alloués aux aidants qui sont des fois fortement conséquents sur un budget familial. Donc, le côté régulier, ça veut dire une fois par semaine, ça veut dire une fois par mois, ça veut dire éventuellement pendant les vacances scolaires, ça fait partie des questions qui nous ont été demandées. Donc, c'est la notion de régularité qui en définit un aidant familial. On est aidant familial, donc on n'est pas un aidant parce qu'on est un voisin de quelqu'un. Dans le cadre des statistiques et en tous les cas du dispositif qu'on a mis en place au niveau de la MGS et du dispositif de suivi au niveau des aides gouvernementales, la notion d'aidant est une notion familiale. Donc, c'est à 4 niveaux, au niveau de 4 degrés, au niveau d'une génération dans une famille. Donc, ça vous permet, on a mis un petit graphique qu'on a arrêté à 3 niveaux, mais du coup, ça vous permet de voir qu'effectivement, la notion d'aidant est très vaste, mais reste liée à une situation familiale. Autre élément très important, pour être aidant familial, il ne faut pas faire partie d'une association et être rémunéré. La notion d'aidant familial est une notion de bénévole associatif
Et donc, on n'est pas obligé d'aider quelqu'un en détresse, on le fait de manière gratifiante ou pour aider un proche, mais en tous les cas, avec aucun échange de rémunération à l'égard de l'aide apportée. Vous pouvez passer à la diapo d'après. Donc, la situation des aidants, quelques éléments volumétriques. C'est énorme hein, comme sujet de société, puisqu'on considère en France qu'il y a plus de 8 millions de Français qui sont concernés par la situation d'être en aide vis-à-vis d'un proche de sa famille. Donc là, on a remarqué le côté régulier et à domicile. À domicile, c'est soit au domicile de la personne, soit bien sûr dans un domicile si on la recueille chez soi, ou soit dans un domicile si elle est en EHPAD, etc. La raison de l'aide, souvent, ce sont des situations de difficultés de santé, perte d'autonomie ou situation de handicap. À noter, 52% des personnes aidées ont plus de 60 ans et une grande partie des personnes en situation d'aidante aident des personnes vieillissantes, mais également des situations de proches handicapés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des jeunes que des moins jeunes en situation d'être aidés. Qui sont les aidants familiaux? Les aidants familiaux, ce sont, on va dire, moitié-moitié des hommes et des femmes. 57% des aidants familiaux sont des femmes. On a une mission qui reste donc partagée entre hommes et femmes dans les foyers en France. Le nombre d'heures dédiées au fait d'être aidant, il est quand même très, très important puisque c'est 16 heures par semaine qu'on consacre pour l'aide d'un parent âgé et 40 heures par semaine lorsque le proche est en situation de handicap. Donc, vous voyez que lorsqu'on a un travail en parallèle et lorsqu'on a une situation d'aidant, notamment pour une personne handicapée, c'est très, très compliqué de concilier la vie professionnelle de la vie personnelle. 16 heures par semaine, c'est déjà plus qu'une journée de travail. Donc, on imagine bien que la personne en situation d'être aidant est fragilisée à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle et son organisation familiale. Donc, parmi les points relevés les plus marquants rencontrés par les personnes en situation d'être aidant, c'est des déséquilibres de la vie personnelle. Et puis après, ce sont des déséquilibres au travail. Il est sûr que quand on a peur qu'il arrive quelque chose à son proche aidant, la concentration n'est pas la même, la préoccupation au travail n'est pas la même. Et donc, l'impact aussi sur l'évolution de carrière peut ne pas être la même. Énormément de Français en situation d'être aidant estiment que leur situation d'aidant fragilise leur évolution professionnelle. Les aidants face à l'emploi, qui sont-ils? On a 13% de personnes en inactivité, quand même 47% en situation d'emploi et 33% en situation de retraités. Je fais le lien avec des questions qui m'ont été posées de la part de retraités sur les capacités d'aide. Donc, les capacités d'aide, à partir du moment où elles ne touchent pas le contrat de travail, bien sûr, ce sont les mêmes qu'on soit en situation de retraite ou qu'on soit en situation d'aidant actif ou d'inactivité. Par contre, évidemment, les congés proches aidants, etc., sont naturellement octroyés qu'à des personnes qui sont en emploi et en activité. Donc, sinon, il n'y a pas de distinction ou de différence de traitement selon l'activité de l'aidant. 47% des aidants sont sans emploi. Ça veut peut-être dire que du coup, la situation d'aidant, elle prend tellement d'heures que parfois, on est obligé de laisser tomber sa carrière professionnelle pendant un temps. Voilà. On peut passer à la diapo d'après. Pas de souci. Il y a un petit décalage des fois entre le moment où on clique sur la diapositive et le moment d'affichage. C'est pour ça que souvent, vous avez une seconde d'écart. Les aidants familiaux, pendant la crise sanitaire, on a voulu vous faire un petit zoom parce que la crise sanitaire, depuis le mois de mars 2020, a fortement impacté les aidants et a augmenté aussi le nombre d'aidants en France. Puisque les personnes ne pouvaient plus sortir de chez elles, etc., elles ont fait de plus en plus appel à leur aidant familial. Donc, il y a des aidants qui se sont retrouvés beaucoup plus seuls pour aider leurs proches pendant le confinement. Alors, des fois, dans une famille, on est plusieurs à pouvoir aider. Et en fonction de notre activité personnelle ou professionnelle, on peut se retrouver tout seul à aider. Il y a aussi des centres hospitaliers, etc., qui ont été peut-être plus difficiles à contacter. Donc, en tous les cas, pendant le Covid et surtout au démarrage au mois de mars, où vraiment tout le monde a été confiné, on a eu des situations de détresse qui se sont largement augmentées au niveau des aidants familiaux. 70% ont dû augmenter la stimulation par des activités
pour ne pas laisser la personne aidante toute seule. Vous savez qu'il y a eu des EHPAD où les visites n'étaient plus autorisées, donc il a fallu que chacun s'adapte, parfois avec des coups de téléphone ou alors avec d'autres types de contacts, en tous des cas, pour ne pas laisser la personne aidée en situation de fragilité. Et forcément, quand on fait plus d'efforts, du coup, on fragilise l'aidant. 56% déclarent aussi avoir dû assumer la charge de soins infirmiers et rééducation pendant la période du Covid. Donc, on imagine bien que quand on est soi-même en situation de télétravail et quand la personne aidée est elle-même de manière très forte isolée, eh bien, on s'oriente vers les premiers soins et donc on prend en charge les actions de lavage, etc. Et on se déplace plus au niveau du domicile de la personne aidée. Et donc, on imagine bien la détresse des aidants familiaux pendant toute cette période avec des gros problèmes psychologiques, organisationnels à la clé qui vont se ressentir progressivement sur la santé des Français. L'aidant familial, c'est du temps passé, comme on l'a dit, 16 heures, 40 heures pour mémoire. Évidemment, ça peut fluctuer en fonction des familles, du lien, etc. Ce sont des statistiques, mais ce qui est important à voir, c'est également le coût financier. C'est-à-dire que l'aidant va aider financièrement la personne aidée à raison, selon les statistiques, de 200 € par mois. Donc, c'est quand même une aide qui est importante sur les petits salaires, 200 € par mois à dédier à une personne aidante. C'est important. Ces éléments de coût financier sont avant tout liés à une aide professionnelle. L'aide professionnelle pour 37%. Ce sont des aides pour que des personnes, des associations puissent venir aider à laver, fermer les volets, se déplacer, etc. Les personnes aidées. Et puis derrière, vous avez pour 24% un aménagement du domicile. Effectivement, quand on est en phase de dépendance, il faut aménager les moyens, l'écartement pour rentrer dans une cuisine, etc. Et donc, il y a 24% du budget qui est utilisé pour ces coûts. Autre point sur les aidants familiaux, donc on a vu la volumétrie en France, on a vu que c'était aussi bien des hommes que des femmes, on a vu que le temps dédié variait en fonction de la situation d'aidant, on a vu que ça apportait une grosse perturbation sur l'activité professionnelle et familiale et encore plus depuis le démarrage du Covid. Après, on voit clairement un manque de visibilité des aidants et c'est aussi pour ça que vous êtes aussi nombreux à participer à notre webinaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vers qui s'adresser. Donc, il y a 6 aidants sur 10 qui ne savent pas comment faire pour bénéficier des aides, qui ne connaissent pas leurs droits, parce que quand on tape sur Internet, les droits des aidants, c'est très confus. Et puis, il y a un aidant sur 10 qui sait qu'il a le droit au répit, mais il ne sait pas, absolument pas derrière la notion de répit, qu'est-ce que ça peut lui aider. Donc, dans notre webinaire, on va essayer de vous donner quelques informations pour justement que vous puissiez savoir vers qui vous adresser en premier lieu et vos droits en matière d'agent de la fonction publique. Le droit pour les aidants en matière de fonction publique, c'est à la fin de l'année dernière le congé de proche aidant qui a été octroyé sur les agents de la fonction publique. Ça faisait déjà quelques années qu'il était en vigueur dans le privé. Donc, l'idée, c'est plus que vous sachiez que ça existe. Le congé en tant qu'aidant familiaux, c'est égal à 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an sur l'ensemble de votre carrière. La demande de ce congé est obligatoirement autorisée par l'employeur et le fonctionnaire, lorsqu'il réintégrera son activité, sera intégré à son poste qu'il avait eu avant le démarrage de son congé. Concernant l'indemnisation, ce sont des indemnités journalières qui sont accordées en fonction de la situation professionnelle, la situation également familiale de l'aidant. Et les IJ quotidiennes, effectivement, ne sont pas suffisantes pour maintenir un niveau de revenu, on va dire, que vous connaissez lors de votre vie active. Voilà, ça s'agite un peu autour de moi parce qu'on a quelques difficultés apparemment de connexion. Donc, est-ce que M. Bernard a pu se connecter ou est-ce qu'on enchaîne? Excusez-moi pour la petite période d'attente. Ok, d'accord. Super. Merci. Oui, du coup, peut-être petit souci, en fait, j'ai envie de dire logistique, concernant l'intervention de M. Bernard, donc, que je disais tout à l'heure. Donc, comme on est lancé, on va continuer.
Et puis, si on peut éventuellement le récupérer, mais sinon, évidemment, il transmet, on va dire, son soutien. Et on va continuer de toute façon l'intervention. Ça marche. Donc, juste pour boucler, parce que j'avais des bruits autour de moi, donc je n'ai peut-être pas été très claire. À titre d'information, l'allocation pour un congé s'élève à 52,08 € par jour pour une personne vivant seule. Voilà, donc quand on imagine que la limite, elle est valable que sur un an et qu'on a vu lors de précédentes diapos, ou alors si je ne l'ai pas dit, je m'en excuse, mais je vais le dire, la situation d'être aidant dure 4 ans en moyenne en France. Donc, si on est aidé pendant un an sur une rémunération qui est… effectivement, j'oublie de préciser que le congé est indemnisé par la CAF, vous avez raison. Tout à fait, c'est un dispositif lié à la CAF et non pas lié à une rémunération donnée par l'employeur. Et donc, le congé proche aidant est une aide, mais n'est pas bien sûr une aide suffisante pour pouvoir pallier au temps nécessaire pour s'organiser vis-à-vis d'un aidant. Merci pour la précision, vous avez raison. Donc là, on va partir sur notre… donc, les autres questions, je les prendrai en charge plus à la fin ou via des réponses individuelles. Là, la précision me semblait suffisamment importante pour que je me coupe et que je m'adapte à ça, mais sinon, je ne vais pas pouvoir suivre toutes les interventions sur le chat. Vous pouvez continuer à en faire. On régularisera ça à la fin. Donc, on va partir sur notre histoire et notre cas pratique d'accompagnement. Donc, le déroulement va être fait via plusieurs personnages et plusieurs voix qui vont vous accompagner pendant la suite de ce webinaire. Donc, j'espère que vous pouvez vous retrouver dans cette histoire qui va accompagner Ariette et Sophie. Donc, c'est une histoire entre une femme et sa maman. Donc voilà, Sophie a 45 ans. Elle vit seule, car divorcée, et elle est la mère de Léo qui a 12 ans, que vous voyez à gauche. Elle travaille à temps plein. À proximité de chez eux vit Ariette, la mère de Sophie. Ariette a 75 ans et elle est veuve. Sophie s'inquiète un peu pour sa mère. Oui, elle vit seule à la maison, se débrouille, elle s'y sent bien, mais elle est parfois déséquilibrée quand elle se déplace, sans que n'existent des obstacles sur son chemin. Puis, il lui semble que sa mère présente quelques absences ces derniers temps. Elle oublie certaines choses, elle a du mal à se concentrer. Cela angoisse un peu Sophie qui a du mal, quand elle est au travail, à la salle du sport, à se détacher de son téléphone portable. Elle craint de recevoir un appel ou un SMS de sa mère. Catherine ? Voilà, excusez-moi, mon micro était désactivé. J'espère que vous m'entendez. Donc, Catherine Joubert, moi, je suis responsable de la plateforme interdisciplinaire médico-sociale à Intermutuelle Assistance. Il nous semblait important, là, au début de cette histoire, peut-être zoomer sur les détails qui peuvent permettre, ou les comportements, entre guillemets, des collègues, qui peuvent permettre de repérer chez lui un statut d'aidant. Vous reconnaîtrez forcément, ou vous reconnaîtrez un collègue dans ces différents… Voilà, notre liste n'est pas exhaustive, mais voilà, par exemple, c'est un collègue, voilà, moi j'en ai une très récemment qui a dû quitter le travail précipitamment puisque sa mère venait d'être hospitalisée. Ça peut être aussi un collègue qui est obligé, alors qu'il ne l'avait pas forcément prévu, de poser quelques jours de congé pour accompagner un proche dans son parcours de soins à l'occasion d'une hospitalisation, par exemple. C'est aussi et c'est surtout, c'est ce que nous a décrit Catherine à l'instant, via la situation de Sophie, une collègue qui est préoccupée au quotidien et à l'affût sur son téléphone d'un SMS, d'un coup de fil, voilà, dans la crainte précipitamment le boulot. Voilà, c'est une préoccupation constante en fait. Et puis, ça peut être également, puisqu'on a été confronté à quelques situations de ce type-là, un collègue qui est obligé de prendre un rendez-vous avec le service des ressources humaines pour demander, par exemple, une avance sur salaire pour financer, comme Catherine nous l'a illustré tout à l'heure, potentiellement des travaux ou des frais conséquents au regard de cette relation d'aide.
Tout à fait. Donc, il nous a semblé important de vous montrer cette diapo sur le repérage d'un aidant, parce qu'on se rend compte dans l'histoire d'Ariette et Sophie, et vous allez vous en rendre compte que plus on prend tôt le problème de l'aidant, plus on arrive à détecter, à l'aider. Voilà, même s'il ne suivra pas derrière, ce n'est pas grave. Louper des coups et s'inquiéter pour quelqu'un et lui donner la main, ce n'est pas gênant, c'est derrière, il ne suit pas, mais ça a une grande importance sur l'accompagnement d'un aidant. Prendre en place les dispositifs dès le démarrage de l'inquiétude, c'est fondamental pour préserver et pour préparer à ce qui, malheureusement, souvent attend la personne en situation d'aider un proche. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté cette petite diapo qui est un peu à part, mais voilà, il ne faut pas hésiter, bien sûr, quand on est déjà dans une situation très compliquée à demander de l'aide, mais en même temps, nous, on a un rôle aussi vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de notre famille pour détecter une personne fragile et qui commence à être en situation d'aidant. Donc, du coup, on va reprendre notre petite histoire d'Ariette. Et donc, elle est justement, sa fille est justement allée voir son correspondant des ressources humaines sur le lieu de son travail. Et Sophie, elle se rend compte que dans son contrat, donc là, bon, on fait un lien avec la couverture, mais vous pouvez aussi avoir un autre contrat qui a aussi de l'aide aux aidants. Donc, en tous les cas, elle se rend compte dans sa couverture mutuelle qu'elle a peut-être des services qui pourraient l'aider. Donc, elle lit dans ses conditions d'adhésion qu'elle bénéficie du conseil social. Donc, vous pouvez entendre le mot conseil social. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Solliciter le conseil social. On attend Marie-Paul. Oui. Hein? Bonjour, je suis là. Voilà, j'attendais que la slide se mette. Donc, Marie-Paul, ergothérapeute chez Intermutuelle Assistance. Donc, je voulais rajouter effectivement qu'être aidant, c'est avant tout prendre conscience de cette situation, quel que soit le type d'aide apportée et la façon dont nous le vivons. À partir du moment où cela touche nos propres habitudes de vie, nous pouvons considérer être un aidant. Nous pouvons aussi l'être à distance, parfois, quand nous devons gérer des tâches administratives ou organisation des aides à domicile pour des parents ou grands-parents éloignés de chez nous, par exemple. Faire appel à des professionnels spécialisés au plus tôt permet d'être accompagné et ainsi d'envisager la suite plus sereinement. Merci. Donc, on va débuter. C'est à moi? Donc, être aidant… Joubert, c'est à vous. Pardon, excusez-moi. Oui, alors du coup, eh bien, Sophie a toqué à la porte du service social et bénéficie effectivement d'un conseil social. J'endosse la robe d'Estelle et je me transforme en travailleur social pour vous expliquer plus en détail ce qui va se passer dans cette relation, dans cet échange entre Sophie et Estelle. Donc, en tant que Estelle, j'interroge beaucoup Sophie sur la façon dont elle s'organise avec sa mère. Elle pointe très vite le fait que sa mère n'est pas loin, qu'elle lui apporte quand même une aide conséquente. Sa mère compte beaucoup sur elle pour les courses, pour un peu de ménage, pour la gestion administrative. Donc, Sophie, elle organise son quotidien quand elle-même et Léo partent en vacances. Voilà, même quand ils prennent du temps de répit, ils organisent le quotidien d'Ariette. Donc, je me rends tout de suite compte, et on en parle, on le verbalise avec Sophie, qu'elle est effectivement dans une relation d'aide auprès de sa mère. Par ailleurs, je sens et je comprends, je lis toute son appréhension autour des problématiques des chutes. Sa mère a commencé à faire quelques chutes, elle est souvent déséquilibrée ces temps-ci. Elle présente par ailleurs quelques troubles de concentration, quelques oublis qui inquiètent Sophie. Et par ailleurs, Sophie trouve quand même que cette grande maison dans laquelle vit Ariette est peut-être difficile à entretenir malgré l'aide qu'elle lui apporte elle-même. Donc, voilà, en tant qu'Estelle, je prends acte de ses préoccupations et j'oriente d'emblée vers un dispositif de droit commun absolument incontournable au regard de la situation d'Ariette, qui est la caisse de retraite. J'invite Sophie à entrer en contact avec la caisse de retraite de sa mère en lui expliquant qu'elle pourra ainsi bénéficier d'une évaluation
de sa situation à domicile et potentiellement bénéficier de tout ou partie d'un panier de services que mettent à disposition les caisses de retraite. Sophie s'est emparée de cette proposition, de ce conseil très vite. Elle a appelé la caisse de retraite. Elle va effectivement, enfin sa mère va pouvoir bénéficier d'une évaluation. Sophie va être présente à domicile au moment de cette évaluation. Ça, c'est quelque chose d'important. Elle veut vraiment que l'évaluatrice appréhende au global et au mieux la situation de sa mère. Donc, 2 mots sur cette évaluation quand même, parce que c'est quelque chose d'important que dans notre quotidien professionnel, nous proposons souvent aux familles. Ces évaluatrices mandatées par les caisses de retraite sont de formation sociale, assistante sociale ou conseillère en économie sociale ou familiale. Elles procèdent à une évaluation détaillée au domicile des personnes. Elles restent environ 1h30 au domicile des personnes via, dans le déroulé de cette visite, un échange, une visite du domicile, de manière à s'assurer qu'il est parfaitement adapté et puis potentiellement délivrer quelques conseils pour, par exemple, éviter le risque de chute. Et puis, cette évaluatrice, elle va de façon plus pointue procéder à quelques tests que sont les tests de l'équilibre et s'inquiéter aussi du moral des personnes ayant en tête que nos aidés ont, notamment en cette période très déstabilisante de crise sanitaire et de confinement répété, un moral en chute libre. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête aussi. Effectivement, Catherine l'a dit tout à l'heure, les aidants sont impactés par cette crise sanitaire, mais les aidés le sont tout autant. Donc, il y a vraiment lieu de prendre soin de nos proches. À la fin de cette évaluation, l'évaluatrice, elle va proposer certaines préconisations dans le cadre d'un panier de services qu'elle peut délivrer aux personnes. Dans la situation d'Ariette, elle propose de l'aide ménagère à raison d'1 heure par semaine pour l'aider à entretenir ce grand logement. Également des ateliers collectifs autour de la prévention du risque de chute. On a bien pointé chez Ariette qu'il existe un risque de chute. Pour éviter que ça dégénère, on va lui proposer ces ateliers collectifs. Et par ailleurs, la caisse de retraite va mettre à disposition d'Ariette la participation financière à un abonnement de téléassistance, dispositif qui va sécuriser son quotidien, que tout le monde connaît désormais, avec un petit médaillon, un bracelet qui permet de déclencher une alarme et de bénéficier de secours en cas de problème. Alors, on voit avec ce premier contact entre l'assistante sociale et Sophie qu'être accompagnée par un professionnel compétent, c'est avoir une personne à l'écoute de ses questionnements et de ses inquiétudes. Puis après analyse de la situation, c'est aussi recevoir des conseils personnalisés et être orienté vers des services adaptés aux besoins évalués. Six mois après ce premier échange, Sophie recontacte Estelle, travailleuse sociale du service assistance, qui l'accompagne. Un diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé pour Ariette et Sophie en est terriblement affectée. Estelle prend acte de l'inquiétude de Sophie. La maladie évolue peu et Ariette vit encore chez elle avec les aides attribuées. Sophie finance par elle-même des ordres ménagères pour accompagner sa maman en plus des aides étatiques. Alors, c'est de nouveau Estelle. Effectivement, quand j'ai à nouveau Sophie au téléphone, là, je sens une véritable, une inquiétude grandissante. Pardon. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Catherine Gaucher, juste pour préciser, reprendre aussi qu'être accompagné par un professionnel compétent, c'est aussi avoir des personnes ressources sur lesquelles on peut s'appuyer en cas de nouveaux besoins ou de changement de situation. Et à ça, ce côté rassurant. Merci Marie-Paul. Donc effectivement, moi j'ai de nouveau en tant qu'Estelle Sophie en ligne et c'est important de cheminer à ses côtés dans l'histoire, on va dire, de cette relation d'aide. Là, l'angoisse est montée d'un cran. Effectivement, ce diagnostic assez terrible de maladie d'Alzheimer perturbe beaucoup aussi bien Sophie que sa mère. Donc face à cette situation, concrètement, je propose 2 choses. Je propose à Sophie d'aller échanger avec le médecin traitant de sa mère. Je lui fais état d'un dispositif qui existe, qui est très intéressant, l'existence des ESA, équipes spécialisées Alzheimer, mais également maladies apparentées. Il y a beaucoup de démence. Là, ici, on parle d'Alzheimer. Ce sont des équipes qui bénéficient d'un financement sécurité sociale
et qui permettent l'intervention régulière sur un temps en cours, mais qui peut être renouvelé, de professionnels, assistants de soins en gérontologie classiquement et puis potentiellement ergothérapeutes. L'idée ici, c'est autant que possible, dans l'environnement habituel de vie de la personne, de favoriser le maintien des acquis de cette personne en partant d'activités qui font sens pour elle. Dans l'histoire d'Ariette, voilà, il y a quelque chose que moi je comprends très vite parce que Sophie me l'a raconté, c'est le fait que c'était un fin cordon bleu. Les plats d'Ariette étaient parfaitement réputés. C'est une activité, la cuisine, qui lui tient parfaitement à cœur et puis qu'elle continue à exercer. Donc, du coup, voilà, j'explique à Sophie que peut-être cette équipe pourrait l'accompagner à maintenir cette activité, voilà, maintenir les acquis, ne pas laisser les personnes se dégrader, les stimuler. Donc, voilà, première orientation vers le médecin traitant d'Ariette pour possible mise en place de cette équipe si le médecin le trouve pertinent. Et enfin, les aides délivrées par la CARSAT par la caisse de retraite, ne vont plus suffire. Du coup, il est temps là de toquer à la porte du conseil départemental pour solliciter une allocation personnalisée pour l'autonomie. Voilà deux grandes orientations un peu structurantes que je délivre à Sophie qui, bien sûr, s'en empare et se charge de réaliser les démarches. Voilà donc qu'Estelle a continué à accompagner Sophie dans ce changement de situation. Et c'est vrai que les professionnels sont là aussi pour orienter vers des nouveaux services de proximité adaptés à ces nouveaux besoins. Et ces nouveaux services pourront alors accompagner l'aidant et l'aider dans leur quotidien et devenir aussi pour eux de nouvelles personnes ressources. Un an après cet échange, Sophie recontacte Estelle, sa travailleuse sociale qui suit son dossier. Sophie lui explique qu'elle souhaite accueillir sa mère dans son propre domicile. Une nouvelle étape. En effet, j'ai de nouveau, alors là, pour le coup, on se connaît un peu mieux avec Sophie. Je l'ai de nouveau au téléphone. Ariette bénéficie désormais de l'APA. Les aides à domicile sont importantes, mais là, il faut se poser des questions de fond et se poser celle du maintien d'Ariette à son domicile. Ça semble compromis, on s'en rend compte. Ariette elle-même s'en rend compte, c'est très angoissant pour elle. Sophie s'en rend compte, le médecin traitant également. Bon, il faut se rendre à l'évidence. Ariette a besoin d'une surveillance quasi, en tout cas d'une présence quasi constante. Et Sophie fait le choix, qui n'est pas neutre, d'accueillir sa mère à domicile. Donc, du coup, se pose pour elle la question du maintien de son temps de travail à temps plein. Elle fait le choix de solliciter à 80%. Ça va lui permettre de poser une journée dans la semaine, de peut-être s'accorder à elle du temps. C'est très, très important, le temps que la personne aidante va pouvoir s'accorder à elle-même pour favoriser une relation d'aide de qualité et ne pas rentrer dans une sorte de burn-out. On va discuter du budget familial, bien sûr, passer d'un 100% à un 80%, ce n'est pas neutre. On va, avec Sophie, regarder à la loupe son budget familial. Nous posons une option aussi sur le fait de se dire Ariette qui quitte sa maison, et si on louait, si Sophie, vous mettiez cette maison en location, ça permettrait aussi de faire face à la baisse de ressources que vous allez devoir assumer et ça permettra également de rémunérer des aides humaines supplémentaires. Qui dit changer de maison dit déménager. Ce n'est pas neutre pour une personne atteinte de démence que de la déraciner, casser ses repères et c'est vraiment quelque chose de très important qui s'accompagne si l'on souhaite que cet événement ne soit pas trop traumatisant. Donc, du coup, lors de cet échange qui est long, puisqu'on va vraiment dans le fond des choses et des choses potentiellement douloureuses, je propose à Sophie de solliciter une prestation de conseil d'ergothérapie par téléphone. Nos ergothérapeutes interviennent par téléphone pour délivrer certains conseils. Ça semble opportun ici. Donc, vraiment, je propose à Sophie puisque son contrat le permet, de solliciter cette prestation de bilan d'ergothérapie au téléphone.
passe à la slide suivante ou pas, qui précise un petit peu ce qu'est l'ergothérapie. Catherine Gaucher avait un petit paragraphe. Pardon. Catherine Gaucher ne voit plus son petit paragraphe, donc du coup, je veux bien que Marie-Paul, Catherine Gaucher, au terme de cet entretien, le nouveau rendez-vous est posé. Marie-Paul peut présenter ce qu'est l'ergothérapie. Effectivement, alors l'ergothérapie, en tout cas dans ce cadre-là, le bilan d'ergothérapie sera une prestation téléphonique d'écoute, de conseils et d'orientation qui permettra de délivrer à Sophie et à sa maman des recommandations sur l'organisation du quotidien, par exemple, de l'aménagement du domicile ou encore la mise en place d'aides matérielles facilitatrices. Cette prestation d'ergothérapie a pour but de favoriser le confort et la sécurité de la personne aidante comme de la personne aidée, et dans le respect des habitudes de vie de chacune. La suite de cette histoire voit Harriet intégrer un accueil de jour à raison de 2 jours par semaine. Elle intégrera un hébergement spécialisé 2 ans plus tard. Il faudra alors vendre la maison d'Harriet. Sophie tiendra le coup, malgré quelques épisodes de grande fatigue. Elle reprendra une activité professionnelle à temps plein 6 mois après le départ de sa mère de la maison. Vous avez pu le voir dans notre histoire, les évolutions de la situation et les réponses apportées à chaque moment. C'est pourquoi l'accompagnement demande une interdisciplinarité des équipes, conseils, beaucoup d'écoute et de réactivité pour que chaque point d'accompagnement puisse être mené correctement en fonction de la personne qui est en souffrance. Je propose à Marie-Paul de reprendre peut-être plus précisément le bilan d'ergothérapie. Donc, c'est dans le document, la slide 27. Peut-être qu'on a un peu de temps et on peut peut-être profiter de ce temps pour revenir sur la relation d'ergothérapie. Oui. Voilà, j'essaie de retrouver le fil. Donc, comment compléter? Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, il s'agit d'un contact téléphonique qui permet d'être à l'écoute déjà de l'aidant, de l'aider par rapport à la situation. Ça permet d'analyser la situation, de rechercher des solutions personnalisées, adaptées justement à cette situation, telle que la personne, en tout cas, l'a décrit. On essaie au mieux de prendre en compte effectivement toutes les habitudes de vie de la personne aidante et de la personne aidée et comprendre comment s'organise le quotidien. On est là pour proposer, mais surtout pour accompagner les personnes vers des solutions d'organisation du quotidien, afin donc que la personne aidée comme la personne aidante trouve un équilibre dans les activités importantes pour chacun. Et ensuite, on est là pour préconiser donc les aides facilitatrices, matériel, adaptation du logement et donner des conseils aussi s'il y a besoin, en gestes et postures, réorganisation du quotidien. Marie-Paul, est-ce que tu pourrais, c'est Catherine, nous expliquer en détail ce que tu as pu faire auprès de Sophie par rapport à la situation d'Harriet sur ce déménagement? Donc, effectivement, au moment du contact téléphonique avec Sophie, j'ai commencé d'une part par l'expliquer ce qu'était l'ergothérapie et je lui précise qu'il s'agira là de proposer à Henriette un cadre de vie sécurisant et sécurisé, chargé de son histoire personnelle et respectueux de ses habitudes de vie. Tout cela est important pour accompagner ce changement et rassurer, et d'autant plus pour Henriette, qui présente déjà des troubles cognitifs et qui a besoin justement de repères. J'explique à Sophie aussi l'importance de favoriser autant que possible la capacité de faire les choses importantes et essentielles pour sa maman. D'une part, pour maintenir son niveau d'autonomie, entretenir sa mobilité et sa participation active aux activités malgré ce changement, mais aussi pour préserver ses sentiments de satisfaction et de valorisation qui auront un impact forcément positif sur sa maman. J'interroge beaucoup Sophie sur les habitudes de vie d'Henriette, ce qu'elle aimait faire, les occupations qui étaient importantes pour elle. Je la questionne aussi sur ce qui était essentiel, incontournable dans sa maison. Alors Sophie me parle des rosiers, du lit conjugal, du vieux fauteuil qu'utilisait son mari pour lire. Elle me parle aussi de la table de la tante Jeanne, des photos, des cadres. On voit là qu'il y avait beaucoup de choses bien ancrées dans sa maison.
Et à travers ces questions, Sophie comprend bien que les meubles et objets doivent aussi suivre Henriette dans sa future chambre chez elle, que c'est essentiel pour son confort, pour son bien-être, mais également pour garder ses repères et accompagner le changement de lieu de vie dans les conditions les meilleures. Alors Sophie s'attarde un peu sur ces fameux rosiers qu'elle imagine difficile de mettre dans la chambre d'Henriette. Je lui propose alors, pourquoi pas, d'installer un carré de jardin à hauteur qui pourra être mis sur la terrasse, au niveau de la fenêtre de la chambre d'Henriette, pour qu'elle puisse au moins les sentir et pourquoi pas à l'occasion les entretenir. Sophie a compris l'importance de prendre en compte les habitudes de vie de sa maman afin que l'installation chez elle se passe au mieux. D'ailleurs, par la suite, elle me précise spontanément que sa maman a toujours été très coquette. Alors, je lui propose de maintenir peut-être une participation active de sa maman dans ses soins d'apparence, qui pourra être favorisée par les aides à domicile, et pour qu'elle veille à ce qu'Henriette se coiffe seule, par exemple, même si elle prend plus de temps, ou qu'elle continue à choisir aussi ses foulards, ses bijoux. Toujours dans ce but de favoriser le maintien dans l'activité et dans le respect des capacités, évidemment, d'Henriette. Il en est de même pour la confection des repas, par exemple, pour lesquels elle sera systématiquement invitée dans la cuisine, puisqu'elle aimait beaucoup cuisiner, et même si elle ne peut plus le faire comme auparavant, c'est une présence l'apaise, voilà, et c'est quelque chose, une activité qui la rend joyeuse. Sophie, d'ailleurs, s'est rendue compte que sa mère était plus détendue et moins angoissée dans ces moments-là. À l'issue de cet échange, Sophie me remercie de ses conseils qu'elle qualifie précieux pour elle et qu'elle a perçus dans le respect de sa maman et de son histoire. Elle se sent rassurée de ces conseils qui vont l'aider à envisager plus sereinement l'accueil de sa maman chez elle. Eh bien, on est arrivé, je pense, au bout, je dirais, de ce cas concret. C'était intéressant. D'abord, merci pour votre écoute et merci aussi pour les questions-réponses, puisqu'on voit que certaines personnes sont bien aguerries, je dirais, au texte de loi et au droit, et c'est très bien. Et je pense qu'on pourra rajouter d'ailleurs ces éléments dans la petite, on va dire, la petite présentation qu'on vous prépare sur les questions-réponses, ce qu'on appelle les questions fréquentes. On rajoutera évidemment vos commentaires qui sont effectivement très intéressants et qui démontrent, j'ai envie de dire hélas, un vécu ou un passé récent. Alors, il est important en effet d'avoir des cas concrets, donc avec des cas un petit peu vivants, vous pouvez voir un petit peu et découvrir ce qu'est un proche aidant, comment aujourd'hui on peut, j'ai envie de dire, appréhender l'assistance qui est aujourd'hui offerte par votre mutuelle, si tant est que vous êtes à MGS, et qu'aujourd'hui, dans les besoins, j'ai envie de dire, concrets, pour le rôle d'un aidant, effectivement, il nécessite d'une part un soutien, il nécessite un accompagnement, il nécessite un répit. Un soutien, on l'a vu, de par un assisteur qui peut aujourd'hui prendre le relais, puisqu'il ne suffit pas de soutenir quelqu'un psychologiquement ou par la parole, mais il faut aussi avoir des actes. Et bien, l'assisteur peut aujourd'hui, par ce soutien, apporter du réconfort, apporter des solutions, apporter aussi, j'ai envie de dire, des réponses ou des limites dans l'offre offerte, mais aussi des limites dans le concret du quotidien. On ne peut pas répondre à toutes les sollicitations et à toutes les difficultés. Parfois, il faut aller taper à la porte d'autres services ou aller vraiment à l'hôpital dans les conseils médicaux pour lesquels la mutuelle MGS et bien sûr IM Assistance ne sont pas compétents. Donc, il faut du soutien. L'aidant, le proche aidant a besoin de soutien. Il a besoin d'accompagnement psychologique, on l'a vu. Il a besoin aussi d'accompagnement dans le temps. Et ça, aujourd'hui, avec le pack que l'on offre dans l'offre santé, aujourd'hui, MGS couplé IMA, on a effectivement cet accompagnement dans le temps qui permet aussi aux proches aidants de se retrouver et d'avoir un relais. Ça, c'est important. Le deuxième point aussi, c'est de démontrer cette coordination entre les services. Aujourd'hui, il est important, et c'est ça qui fait la force et qui donne un petit peu l'humanité, c'est qu'il y ait des relais et une coordination parfaite entre les différentes couches de services offertes à l'agent et que quelque part, cet agent retrouve cette humanité que l'esprit mutualiste donne.
Le dernier, évidemment, c'est le répit que j'évoquais. Après le soutien et accompagnement, c'est le répit. Et ben, nous sommes en mesure, puisque vous le savez, les personnes aidantes ont droit au répit. Et comme le mot a tout son sens, c'est pour permettre à une personne de se reposer lorsqu'elle est épuisée, qu'elle a un burn-out. On parle aussi du burn-out des proches aidants. Et ben, ce répit, il est proposé via le pack répit 2021 inscrit dans vos offres et qui permet là aussi de donner des heures de travail, des heures de ménage supplémentaires pour le proche aidant et effectivement le soulager de ces tâches-là. Ça peut aussi prendre en charge un certain nombre d'allers-retours, je crois que c'est une vingtaine de mémoire d'allers-retours de transport pour une personne qui viendra soulager le proche aidant qui a besoin de répit. Et donc, avec ce panel de choix et d'offres, le proche aidant pourra bien évidemment souffler et puis évidemment être à bloc lorsqu'il aura appris et récupéré un peu ses forces. Alors, encore une fois, c'est important dans une période où on est, je dirais, complètement au fait, heure par heure, minute par minute, des problématiques de la Covid, la vaccination. Donc, il faut aujourd'hui, bien mettre en valeur ces proches aidants parce qu'ils travaillent pour la collectivité et donc c'est important que la collectivité et les mutuelles puissent, dans leur mission, leur rendre cette humanité. C'est un sacrifice aussi par rapport à sa profession, c'est un sacrifice personnel, forcément, et les aider, les personnes aidées le sentent, évidemment, même si elles ne l'expriment pas dans leur maladie ou dans leurs difficultés, elles le sentent, et c'est important aujourd'hui qu'on soit en capacité de le démontrer et que ce répit soit, entre guillemets, récompensé. Donc, soutien, accompagnement et répit, ce seraient pour moi les 3 mots qu'il faut aujourd'hui retenir, évidemment sans dévaloriser ce qui a été dit par les ergothérapeutes, par Catherine Gaucher. Il est important aussi, et puis je voulais aussi remercier Madame Sedraoui, puisque l'organisation d'un webinaire n'est pas simple, et c'est important aujourd'hui qu'on puisse s'exprimer. Je propose de passer sur la partie de questions-réponses, qui sont nombreuses, et on va voir tout de suite les thématiques. Donc, je voulais simplement vous dire que suite à ce webinaire qui est parallèlement enregistré et qui sera mis sur une chaîne YouTube et qui sera accessible avec un code personnalisé, puisque ça sera donc c'est organisé par votre ministère, donc on ne va pas le laisser en porte ouverte sur Internet. Donc, il y aura capacité à toutes les personnes qui souhaiteraient entendre les échanges de pouvoir se reconnecter. On vous apportera individuellement le mot de passe et l'adresse de dépôt. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter, ce sera votre ministère ou nous-mêmes qui pourrons indiquer ces éléments en prenant bien soin que les personnes soient des agents de votre ministère. Il y aura aussi le support qui vous sera adressé ainsi qu'un certain nombre de fiches pratiques qui décrivent les différentes solutions que vous a présentées tout à l'heure nos partenaires, donc des fiches pour les personnes en situation de handicap et puis aussi des fiches pratiques sur les caisses de retraite, etc. Vous aurez ça et on va rajouter au vu des questions une fiche technique et un peu réglementaire sur le congé proche aidant. Il y a énormément de questions sur ce point. Alors j'avoue qu'on n'est pas des spécialistes, nous, parce qu'on est plus dans l'aide sociale et l'accompagnement et l'écoute et la solution de recherche de solutions pour vous aider, on va dire, humainement à suivre ça. Donc un peu moins sur le caractère juridique de vos questions, il y en a énormément. Donc, je m'engage avec notre service juridique à faire une fiche et reprendre l'intégralité de vos questions dedans. Donc, ça, il faudra peut-être un peu plus de temps. On fera en 2 temps, mais c'est vrai que les questions tournent beaucoup autour de ça. Donc, il y a des questions de rétroactivité. À mon avis, ce n'est pas possible. Mais comme je ne suis pas juriste, je ne vais pas m'avancer pour la CAF. Il y a des éléments sur les caisses de retraite. Est-ce qu'elles proposent tout un service normalement? Oui, sous réserve, bien sûr, de ce que connaissent et de l'historique de Catherine et de Marie-Paul. Elle me coupe si je dis une bêtise, mais normalement, toutes les caisses de retraite ont un service social qui permettent d'ouvrir ce type d'aide. Oui, je rebondis, c'est Catherine Joubert. Oui, oui, Catherine, c'est juste, d'autant que les différents régimes, MSA, etc., ont tendance à mutualiser les choses et bénéficier des mêmes équipes d'évaluatrices. Voilà, donc, sauf grosse erreur de ma part, toutes les caisses de retraite, effectivement, proposent des dispositifs de soutien
des personnes à leur domicile. Tout à fait. Je balaye les questions d'aujourd'hui avant d'arriver sur les questions qu'on a eues en amont. Bon, il y a des personnes qui reposent des questions qu'elles nous ont posées par mail, donc il n'y a pas de souci. Grande question, hein, avec le répit, comment fait-on avec la crise sanitaire? Il est clair que nous, on apporte des solutions, on va dire, un peu contractuelles et j'allais dire un peu pas stéréotypées, mais encadrées pour les agents. Après, c'est vraiment une question de santé publique et d'accompagnement des personnes, comme l'a dit Laurent. Donc, c'est une préoccupation qui, je pense, va être prise de plus en plus dans les discussions gouvernementales. Nous, notre rôle, c'est plus de vous dire ce qu'on peut vous apporter pour vous soulager. Malheureusement, on n'a pas la clé avec cette dégradation et l'impact du Covid pour aider tout le monde et pour avoir des solutions. Mais on a effectivement une grosse préoccupation au niveau français sur un sujet qui est bien compliqué. Quelques questions sur le statut du proche aidant. Alors, la notion de statut, c'est vrai que ça fait tout de suite un peu juridique. C'est vrai qu'il n'y a pas à proprement parler de statut de proche aidant, hein. On est actif, on est retraité, on est chômeur, mais le statut de proche aidant, ça n'existe pas. Donc, peut-être que l'association du terme statut avec le mot aidant n'est pas forcément celui qui est adapté, même si on l'utilise au quotidien dans le langage. À partir du moment où on a des aides étatiques, il est clair que pour tout le monde, on est quelqu'un qui est en situation d'être aidant. Mais sinon, en tous les cas, pour nous, pour nos services et pour la manière de le voir au niveau des travailleurs sociaux, y compris dans les caisses de retraite, il n'est pas encore, heureusement, nécessaire de fournir des preuves actives de sa situation d'aidant. Voilà, on ne va pas vous demander des factures pour prouver que vous êtes aidant de quelqu'un. Donc, logiquement, en France, on est plus sur la notion de sensibilisation des gens pour qu'ils se déclarent aidants que sur une notion de contrôle. Voilà, nous, au niveau de la MGS, nos actions envers les aidants, elles ont commencé il y a quelques années. Et pour autant, on essaie de sensibiliser le plus possible nos adhérents, mais il y a peu d'adhérents qui sollicitent ce service. Donc, on est plus dans une phase de communication que dans une phase vraiment de répression ou de contrôle. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Donc, on est aidant et on vous croit quand on commence à appeler les services d'IMA, c'est qu'on a un souci et donc on ne va pas aller chercher des preuves, on va rapidement vous aider et vous accompagner avec des visites sur le terrain, comme vous l'a dit tout à l'heure Marie-Paul. Mis à part la première visite découverte, après on va chez les gens et on découvre leurs soucis et on les aide et ça permet aussi de parler et puis d'entendre parler aussi la personne aidée et d'avoir un retour sur expérience de la part de nos professionnels. Voilà, sur la notion de statut. Après, le congé proche aidant, du coup, il y a des questions sur à la fin de la carrière, sur situation de reprise. Oui, on peut demander à plusieurs moments, puisque le congé est fractionnable. Donc, on n'a pas nécessité de s'expliquer sur le caractère fractionnel, parce qu'en général, quand on commence à prendre un congé, on ne sait pas qu'on va en avoir un autre sous 2 ans ou sur 6 mois. Donc, voilà, là, c'est faire face au cas pratique et demander un congé quand on en a besoin, sous la réserve de ne pas dépasser le nombre de mois prévus dans la loi. Après, de la même manière, les questions liées à la retraite, là, je ne peux pas vous répondre tout de suite d'emblée sur les caractéristiques quelque part des retenues salariales et sur le fait que cette rémunération compte pour la retraite ou pas. Donc ça, on vous fera un petit topo dans la fiche. On avait des questions. Je peux me permettre, Catherine, oui. Vérifier. Hein, donc, le congé proche aidant, en tout cas pour les fonctionnaires, est assimilé à une période de service actif. Donc, il est pris en compte dans l'avancement et dans le calcul de la retraite. D'accord, merci, Rodi. On avait des questions sur des difficultés en cas de conflit familial. Donc là, il faudrait qu'on ait plus d'informations parce que le conflit familial et les choix posés derrière, il faut avoir un recours à la médiation familiale. Donc là, je ne sais pas exactement quel était l'objet de la question, mais normalement, pour ce type de conflit, il faut s'adresser à la CAF, au tribunal dont dépend votre domicile, pour avoir un médiateur familial et pour avoir des prises de décision en matière juridique. De la même manière, là, on parle de personnes où il n'y a pas encore de notion de lien, on va dire, juridique décisionnel. Lorsque la personne, ce dont on en a parlé jusqu'à maintenant, c'est des personnes qui n'étaient pas encore clairement mises sous tutelle. Donc après, s'il y a des décisions à prendre dans une famille, sauf si ça se passe en bonne intelligence, mais s'il y a des décisions à prendre pour la personne qui nécessite un statut juridique particulier,
On sort un peu du cadre et on est sur des notions de mise sous tutelle. Aurélie, à la rigueur, si tu peux juste compléter un peu les démarches, parce que toi, tu as un peu plus l'habitude d'intervenir sur ce type de dossier. Alors, pour la mise sous tutelle, de toute façon, le conflit familial, il est vraiment conseillé d'abord de faire appel à un médiateur. Hein. Donc, vous pouvez trouver les coordonnées des médiateurs de votre département, soit au tribunal, soit à la CAF. Hein. Ils peuvent vous transmettre les coordonnées des médiateurs familiaux. Et ensuite, concernant la tutelle ou la curatelle, et particulièrement la tutelle, là, il s'agit vraiment d'entrer dans un processus juridique et judiciaire, puisque c'est le juge qui va décider de la mise sous tutelle de la personne aidée. Tutelle qui peut être gérée par le conseil de famille, par le conjoint, le cas échéant, ou par un mandataire judiciaire professionnel ou une association. Voilà. Et là, du coup, il faut s'adresser au tribunal. Tout à fait. Il y a une question aussi qui concerne la capacité d'être 2 aidants dans une famille, comme ça a souvent lieu. Hein. On se partage les tâches entre frères et sœurs, et donc on peut être 2 aidants dans une famille au sein d'une personne, par exemple, âgée ou handicapée. Et on nous a posé la question sur la duplication du dispositif. Alors, tout ce qui est dispositif de type accompagnement via sa mutuelle, forcément, on peut avoir un cumul du dispositif. Au niveau peut-être de Catherine ou Marie-Paul, est-ce que vous êtes confrontés à des frères et sœurs qui vous contactent au niveau des dispositifs des caisses de retraite? Est-ce qu'on peut avoir un cumul des aides pour une même personne au final? Pour une même personne aidée, oui. Différentes aides? Non, c'est la caisse de retraite de toute façon de la personne à aider qui est sollicitée. Donc, non, par contre, effectivement, en termes de répit, de choses comme ça, oui, je pense que là, les droits peuvent être multiples auprès de différents membres de la famille, en effet, puisque chacun peut participer de sa place à cette relation d'aide. Effectivement, tout dépend de quel type d'aide, donc on comprend bien. Tout à fait. Si ce sont des aides qui sont liées à la personne et qu'on s'adresse à la caisse de retraite, ça sera du one-shot puisque ça concerne une personne en tant que telle. Et puis, si c'est des aides liées à la personne aidante vis-à-vis de son employeur ou vis-à-vis des autres services liés à la mutuelle, ceux-là peuvent être dupliqués. Tout à fait. Et puis, il y a la mutuelle et il y a des institutions qui font aussi beaucoup de choses, que sont les institutions de prévoyance aussi, qui peuvent, sur le sujet des aidants, oui, beaucoup, oui. Oui, disposer de pépites, mais très méconnues. Tout à fait. Ok, donc dans les questions récentes, j'ai pas eu le temps de visualiser toutes les questions, mais peut-être, je ne sais pas, Aurélie ou Justine, si vous avez des questions qui sont tombées dans les derniers jours, enfin dernières heures, parce qu'en fait, là, mes questions sont à jour depuis de 48 heures, mais je pense avoir à peu près fait le tour, sauf si c'est des questions qui nécessitent de notre part d'autres interrogations. Peut-être que vous avez d'autres éléments au niveau des échanges en live. Alors, moi, j'avais enregistré une question sur ce qu'on appelle une personne qui demandait les propositions d'écoute par les acteurs du soin primaire, donc ce que j'ai compris comme étant la CPAM et les caisses de retraite. Et du coup, j'avais noté que dans la question du soin, la première personne, c'est d'aller parler au médecin traitant de la personne aidée, ou son propre médecin traitant si c'est par rapport à son propre problème, sachant qu'évidemment les médecins sont liés au secret professionnel, donc ils vont vous accompagner, mais il y a un certain nombre de points qu'ils ne vont pas pouvoir aborder avec vous, mais il va pouvoir vous orienter vers un certain nombre de dispositifs, dont quand c'est la question des maladies apparentées à Alzheimer, les équipes ESA, bien évidemment. Je vous ai noté aussi, je vais vous les mettre dans le chat, des adresses web. Je vous les mets immédiatement pour que vous pouvez trouver toutes les informations. Alors, que ce soit pour les personnes âgées, je viens de le mettre là tout de suite, c'est un site spécifique pour les aidants. Solutions pour les aidants, trouver du soutien. Vous avez beaucoup de choses avec des cartes, avec des choses par département. Donc, vraiment, vous pouvez trouver les contacts proches de chez vous.
Et par ailleurs, si c'est une question d'aidant de personnes en situation de handicap, l'État, par rapport au confinement, a mis en place une plateforme téléphonique avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Je vous le note immédiatement, je vous mets même l'adresse du numéro. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 0800 360 360 et c'est un numéro d'appui pour les aidants dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà, et eux, après, vont vous orienter vers des contacts qui vont pouvoir vous aider selon votre situation spécifique. Après, il y avait beaucoup de questions très personnelles, donc du coup, c'est vrai que les réponses étaient un peu compliquées à faire dans un webinaire où on est plus de 160 personnes. Voilà, donc l'idée là, c'était de vous donner des pistes générales. Tout à fait. Donc, je reboucle juste parce que ça m'a laissé le temps. Je te remercie Aurélie pour ces précisions et pour les liens sur les quelques questions restantes. J'ai des questions sur l'aidant peut-il être indemnisé dans ses déplacements. Ça, c'est le contrat complémentaire santé qui peut permettre cela. Donc, oui, sur notre contrat, oui, c'est prévu une indemnisation. En fait, on considère que la situation d'un aidant est pareil que si on était hospitalisé. Donc, le type d'aide est relativement similaire déclenché par RIMA. Après, une analyse, bien sûr, des besoins. Après, j'ai une question sur le côté, qu'est-ce qu'on parle on parle d'association de prévoyance. En fait, on parle de caisses complémentaires de prévoyance. C'est plus des dispositifs, j'ai vu marqué Pro-BTP, oui, on est là-dedans, dans des caisses en fait, complémentaires de prévoyance qui sont plus liées au privé, donc peut-être avec vos conjoints, si vous êtes vous-même agent de la fonction publique, votre conjoint s'il travaille dans le privé, il y a souvent des aides sur la prévoyance complémentaire. Qui peuvent aussi avoir des assistantes sociales et vous aider dans des situations de détresse avec des solutions, pourquoi pas, d'action sociale qui sont plus liées à la prévoyance qu'à la santé sur ce type d'aide. Voilà, donc ça, c'est plus des dispositifs qui sont bien connus dans le privé. Il n'y a pas de souci, lorsque vous les contacterez, ils sauront pourquoi vous les contactez. Peut-être pour Aurélie, la question sur l'aide financière pour l'hébergement. On fait un peu en live, donc on peut botter en touche aussi dans les réponses, mais c'est aussi le but de votre ministère, ça a été de prévoir des allers et retours à la fin pour avoir des questions live, donc c'est toujours un peu risqué, donc si on n'a pas la réponse, on cherchera, mais il y a l'aide financière pour l'hébergement temporaire en EHPAD. Aurélie, comme toi, tu as l'habitude de travailler avec des associations et des personnes mandataires ou personnes sous tutelle. Je ne serais pas capable de te dire. Tu ne sais pas. Donc, pareil, au niveau de Catherine, vous avez déjà eu ces demandes sur les aides financières sur les hébergements? Non, moi je pense au droit au répit, des choses comme ça qui peuvent donner des petits coups de pouce ponctuels sur l'organisation temporaire d'un séjour d'un proche en établissement, en accueil de jour ou autre, mais il faudrait, je pense que c'est lié très fortement aux situations individuelles. Tout à fait. D'accord. C'est approche cas par cas. Après, sur les questions liées à votre contrat, on vous remettra, on vous enverra à chacun. On ne voulait pas faire la promotion, mais comme vous nous posez la question, on va le faire. On va vous envoyer votre règlement mutualiste à l'intérieur où vous avez tout le détail des prestations qui sont à votre disposition pour les personnes en situation d'aidant et le descriptif de l'aide au répit avec le nombre d'heures max qui peuvent vous être allouées. Et vous aurez le numéro de téléphone d'IMA, mais qui est également sur votre espace sécurisé. C'est la MGS Assistance. Donc, c'est un numéro qui commence en 05 et donc, je ne vais pas le dire là parce qu'il ne faut pas qu'il y ait tout le monde qui appelle. De toute façon, il y a des contrôles sur la situation d'adhérent, mais on vous renvoie le numéro de téléphone et on vous renvoie vos aides. C'est des aides qui sont en téléchargement aussi sur votre site internet et qui sont mises à jour chaque année. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à cliquer sur le lien ou avoir le lien qu'a pu mettre Aurélie, donc on vous l'enverra également par mail. Je l'ai remis d'une autre manière, a priori ça marche. D'accord. De toute façon, on le remettra dans le topo. Et du coup, il y avait beaucoup de questions, il y avait une ou deux questions sur la différence entre le congé proche aidant et le congé de solidarité familiale. Donc, du coup, la congé de solidarité familiale, c'est pour aider quelqu'un en fin de vie. Tandis que le proche aidant, vous l'avez vu, ça caractérise aussi des personnes qui
peuvent être accidentés de la route, des enfants handicapés, etc. Donc, ça élargit l'objet en fait de la demande. Après, il peut y avoir effectivement un recoupement avec des éléments similaires de la situation de la personne en détresse. Le congé d'aide familiale n'est pas rémunéré par rapport… Ah oui, un élément important, le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré, effectivement. Donc ça, sur servicepublic.fr, vous avez tout le détail, en fait, on va dire, des caractéristiques des deux congés qui vous permettent d'avoir la distinction, mais c'est vrai que l'objet n'est pas tout à fait le même, parce qu'on a vu qu'il y a quand même beaucoup de personnes en France, on parle beaucoup des personnes âgées, mais il y a beaucoup de personnes handicapées et d'aidants de personnes handicapées. Voilà, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de l'ensemble des questions, un peu en avance, mais peut-être que le ventre gargouille ou que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation d'aidants et qui doivent accompagner leurs proches. Et donc, j'espère qu'on leur a apporté au moins des informations, des solutions. Et puis n'hésitez pas pour contacter notre service assistance. Et puis, pour ceux qui ne sont pas adhérents, l'objet n'est pas de vous faire devenir adhérent, mais de vous renseigner sur votre situation et de vous aider, de vous aider en prise d'information. On essaiera de faire un autre webinaire sur ce sujet d'ici à la fin de l'année parce qu'on a beaucoup de demandes et on a des demandes de personnes ayant subi un premier webinaire et qui voulaient avoir des précisions. Donc, on va essayer de choisir une thématique pour être encore plus au cœur de vos préoccupations avant la fin de l'année. Sachez qu'on fera d'autres webinaires sur la prévention dentaire, sur la réforme de la fonction publique. Donc, on passera aussi par votre ministère pour vous en informer et vous accueillir sur notre plateforme. En tous les cas, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir passé votre temps entre midi et 2 pour accueillir un sujet qui nous tient à cœur. Et merci surtout à votre ministère et puis en espérant vous accompagner pendant longtemps de manière opérationnelle. Merci. Bon appétit à tous. Merci. À tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.